Ce livre, c'est probablement le livre le plus complet et le plus profond sur la réussite. C'est littéralement un classique qui a traversé les époques puisqu'il est sorti en 1989 et qui continue encore aujourd'hui à être un giga best-seller. Et la raison derrière son succès, c'est que les 7 habitudes sont basées sur des principes fondamentaux, pas juste sur des stratégies à la mode en ce moment. Chaque habitude a été minutieusement étudiée pour créer un système complet et le livre est tellement dense en informations qu'il faut lire minimum 2-3 fois pour absorber toute sa valeur. Alors dans cette vidéo, je vais te résumer les 10 leçons principales du livre et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir les appliquer dans ta propre vie. La première notion qu'il faut qu'on aborde absolument pour comprendre le livre, c'est de comprendre ce qu'est un paradigme. Et pour t'expliquer ça, il faut que je te montre cette image. Quand tu la regardes attentivement, qu'est-ce que tu vois ? Si tout se passe bien, la moitié d'entre vous verra probablement une jeune femme et l'autre moitié verra sûrement une vieille dame un peu étrange. Et cette image, selon l'auteur, c'est un exemple parfait pour décrire ce qu'on appelle un paradigme. Un paradigme désigne la façon dont nous voyons le monde, dont nous le percevons, le comprenons, l'interprétons. Et c'est un concept qui est extrêmement important parce qu'on vit tous dans des paradigmes différents. On a tous dans notre vie des visions du monde qui sont différentes parce qu'elles vont être définies par notre passé, par notre histoire, par notre culture, par notre éducation, etc. D'ailleurs, je parle un peu plus en détail de ce sujet dans cette vidéo-là. Mais pour te résumer tout ça, notre cerveau il reçoit des milliers d'informations chaque minute et il doit donc les filtrer pour garder que celles qui l'intéressent. Quand tu vas marcher dans la rue, par exemple, tu vas littéralement pas voir les mêmes choses que moi ou que n'importe qui d'autre parce que ton cerveau va filtrer ce que tu vois à travers uniquement les choses qui t'intéressent. Si tu es passionné de voitures, par exemple, tu vas marcher dans la rue et tu vas regarder directement toutes les voitures. Si tu es passionné d'architecture, tu vas regarder les bâtiments. Si tu as l'habitude de juger les gens, tu vas regarder les gens et tu vas les critiquer dans ta tête. Si tu aimes les oiseaux ou tu aimes les plantes, tu vas regarder les oiseaux ou les plantes. Donc on peut tous être factuellement dans la même situation, mais avoir une vision des choses, un paradigme qui va être totalement différent à partir de cette situation. Ça veut dire qu'on voit pas le monde réel tel qu'il est vraiment, mais on voit le monde réel à partir de notre propre perception. Chacun voit le monde à travers son paradigme. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais en fonction de ce que nous sommes ou tel que nous sommes conditionnés à le voir. Nos perceptions sont profondément ancrées en nous. Je compris qu'il nous fallait observer ce filtre à travers lequel nous regardons le monde tout autant que le monde que nous voyons. Car c'est ce filtre qui façonne notre interprétation du monde. Et selon l'auteur, notre comportement va ensuite découler de notre vision du monde. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça veut dire que pour changer quoi que ce soit dans notre vie, il faut d'abord qu'on commence par changer de paradigme. Il faut qu'on change de mindset et de vision des choses. Par exemple, si on imagine une personne qui a pour rêve de devenir riche, mais que à chaque fois qu'elle voit un riche, elle le critique et elle l'insulte parce qu'elle se dit que tous les riches sont tous des cons, sont tous des salauds et tous des escrocs, le rêve de cette personne, il n'est pas du tout cohérent par rapport au paradigme actuel dans lequel elle se trouve. Et pour atteindre ce rêve, il va falloir qu'elle change de paradigme. Imaginez que vous vous rendiez à un endroit précis de Paris et qu'on vous ait fourni un plan de la ville. Malheureusement, à cause d'une erreur d'imprimerie, ce plan est en fait celui de Lyon. Vous n'atteindrez jamais votre but et ne tirerez de cette expérience que colère et manque de confiance en vous. Et c'est exactement ce qui se passe dès qu'il y a un décalage entre ta vision du monde et ton objectif. Et c'est là qu'on peut travailler notre comportement, chercher des techniques, regarder des tutos, mais tant que notre paradigme de base n'est pas le bon, on est en train de jouer à un jeu qu'on ne pourra jamais gagner. Tes résultats dépendront ni de ton comportement, ni de ton attitude, mais en premier lieu du plan que tu as entre les mains. C'est comme si tu cherchais à te mettre en couple, mais qu'à cause de ce que tu as vécu dans tes relations passées, ton paradigme c'est les meufs sont toutes infidèles ou alors les mecs sont tous des connards. Tant que tu verras la vie à travers ce filtre, tu vas continuer de scanner ça chez les personnes que tu vas rencontrer et tu vas finir par saboter absolument toutes tes relations. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Selon l'auteur, il y a 3 paradigmes principaux dans lesquels on peut se trouver. Si on a pris le temps de comprendre la notion de paradigme, c'est parce que c'est la fondation entière du livre. On peut voir la vie à travers des centaines de paradigmes différents à la fois, mais selon l'auteur, il y a 3 paradigmes principaux dans lesquels on peut se trouver. La dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. La dépendance s'exprime par le paradigme du vous. Vous prenez soin de moi, vous vous sacrifiez pour moi, et si vous ne vous sacrifiez pas pour moi, je vous reprocherai le résultat. L'indépendance s'exprime par le paradigme du je. Je peux faire cela, je suis responsable, je suffis à mes besoins, je peux choisir. L'interdépendance s'exprime par le paradigme du nous. Nous pouvons faire cela, nous pouvons associer nos efforts, nos talents, nos capacités pour produire quelque chose de mieux. Les personnes dépendantes ont besoin des autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Les indépendantes, elles, parviennent à leur fin par leurs propres efforts. Les personnes interdépendantes joignent leurs efforts à ceux des autres pour atteindre leur plus grand succès.
Ces 3 visions du monde, elles sont classées dans une certaine hiérarchie et tout le long du livre, on va retrouver le même schéma en forme de sablier. En gros, le livre, il est organisé de sorte à ce que chaque habitude ait pour but de grimper un peu plus cette échelle pour passer de la dépendance à l'indépendance, puis de l'indépendance à l'interdépendance. Pour expliquer ça de manière un peu plus détaillée, le premier niveau, celui de la dépendance, c'est le niveau dans lequel on met notre situation et nos résultats entre les mains de facteurs extérieurs, l'environnement, les autres, le gouvernement, etc. Dans ce paradigme, on est généralement dépendant intellectuellement ou émotionnellement. On retrouve ça par exemple chez la personne qui arrive jamais à rester seule, chez celle qui a besoin de la validation des autres pour se sentir bien, celle qui a besoin que les autres réfléchissent à sa place ou agissent à sa place, etc. D'après une personne dépendante, si elle est dans une situation chiante ou qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose, c'est rarement de sa faute, c'est souvent la faute de circonstances extérieures. Et à partir de là, d'après l'auteur, certaines personnes vont évoluer vers le paradigme de l'indépendance. Elles en ont marre de dépendre des autres, d'attendre quoi que ce soit des gens, donc elles vont se mettre à se débrouiller seules et à se suffire à elles-mêmes. C'est un paradigme qui est plus mature que la dépendance, c'est aussi un paradigme qu'on nous vend énormément dans la société. Deviens indépendant financièrement, deviens un homme indépendant, une femme indépendante, tu n'as besoin de personne pour être heureux, pour vivre ou quoi que ce soit. Mais d'après l'auteur, c'est pas le meilleur paradigme parce que l'indépendance correspond pas vraiment à la réalité de la vie. Selon l'auteur, on peut évoluer d'encore un niveau en rejoignant le paradigme de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est un concept beaucoup plus profond impliquant davantage de maturité. Si je suis physiquement interdépendant, je peux me débrouiller seul, je dispose de capacités personnelles, mais je sais également qu'en travaillant ensemble, vous et moi pouvons accomplir des actions de loin supérieures à celles que j'accomplirais tout seul. Si je suis affectivement interdépendant, je trouve en moi-même le sentiment de ma valeur, mais je reconnais aussi le besoin d'aimer, de donner et de recevoir l'amour des autres. En tant que personne indépendante, j'ai la possibilité de partager ce qui est en moi de plus profond, de plus unique, et j'accède aux vastes ressources potentielles qu'apportent les autres. En fait, l'indépendance a ses limites parce qu'on vit dans un monde d'interdépendance. On est constamment en train de profiter du travail des autres. Par exemple, la majorité de nos idées viennent de la somme de toutes les idées qu'on a entendues de la part des autres. Notre nourriture vient des gens qui l'ont produite et qui l'ont cultivée. Notre téléphone sur lequel tu es peut-être en train de regarder cette vidéo vient de gens aussi qui l'ont construit. Ce serait complètement faux de dire qu'on est indépendant à 100% dans le monde. Sinon, on serait encore en train de faire du feu avec un arc je sais pas où dans la forêt. Donc pour résumer ça efficacement, 2 personnes dépendantes qui vont s'allier, ça va faire 1 + 1 = 1. Parce que ce sont 2 personnes qui se sentent incomplètes et qui ont besoin de l'autre personne pour se sentir complète. C'est la métaphore parfaite du collier qui a une moitié de cœur et qui sera complet uniquement quand les 2 personnes vont se réunir. Tout ça, c'est très bien dans la musique ou dans les films Hollywood, mais c'est surtout très toxique dans la vraie vie. Ensuite, quand on a 2 personnes indépendantes qui vont s'allier, on va avoir 1 + 1 = 2. Parce qu'en fait, on a 2 personnes qui sont complètes, mais qui n'estiment pas avoir besoin de qui que ce soit pour faire de grandes choses. Donc si on les met dans un groupe, par exemple, elles vont toutes les 2 faire leur vie, et le résultat final, ce sera juste la somme des 2 résultats individuels. 1 + 1 = 2. Et enfin, 2 personnes interdépendantes qui vont s'allier, ça va donner 1 + 1 = 3, voire même 1 + 1 = infini. Parce qu'on a 2 personnes qui sont indépendantes et complètes, qui acceptent d'unir leurs forces pour donner un résultat plus grand que ce qu'aurait donné chaque partie individuellement. Et c'est exactement le niveau que ce livre a pour but de nous faire atteindre. En gros, le livre est organisé de sorte à ce que les habitudes 1, 2, 3 ont pour but de nous donner une victoire personnelle qui va nous faire sortir de la dépendance et atteindre l'indépendance. Et les habitudes 4, 5, 6 ont pour but de nous donner une victoire publique qui va nous faire passer de l'indépendance à l'interdépendance. Et enfin, l'habitude 7 a pour but de renforcer le tout et de continuer de progresser. Perso, je trouve que c'est une vision vraiment passionnante et très intéressante. Mais juste avant qu'on parle des 7 habitudes, il y a un dernier sujet qu'il faut qu'on aborde. Ce qui est un peu chiant avec les traductions françaises, c'est qu'elles sont pas toujours précises. En fait, le livre original s'appelle 7 Habits of Highly Effective People. Les 7 habitudes des gens très efficaces. Bon, on comprend un peu pourquoi ils ont pas remis ça en français, c'est pas ouf. Sauf qu'il y a quand même une partie importante du livre où l'auteur prend la peine d'expliquer la notion d'efficacité, le fait d'être effective, comme dans le titre. Et pour ça, le livre, il nous renvoie à l'histoire de la poule aux œufs d'or. Si jamais tu connais pas cette histoire, en gros, c'est la fable d'un mec qui a découvert que sa poule faisait des œufs d'or. Voilà, c'est tout. Non, plus sérieusement, ce mec est devenu super riche parce que sa poule pondait un nouvel œuf d'or chaque jour. Sauf qu'il est devenu tellement impatient et avare qu'à un moment, il a décidé de tuer sa poule pour récolter tous les œufs d'or d'un coup. Sauf que quand il l'a tué, il s'est aperçu qu'il n'y avait aucun œuf à l'intérieur et qu'il venait aussi de tuer son seul moyen de les produire. Et cette fable, selon notre cher Stephen Covey, elle est très importante parce qu'elle montre que l'efficacité ou la productivité, c'est pas juste produire plus rapidement. Mais l'efficacité, c'est plutôt de se concentrer sur ce qu'il appelle l'équilibre
P sur CP, l'équilibre entre la production, l'œuf d'or, et la capacité de production, la poule. Je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment réussi à accrocher avec ces termes, donc si jamais ça te parle plus, on peut simplifier ça en mode résultat sur truc qui amène le résultat. Si vous centrez votre vie sur les œufs et négligez la poule, vous vous trouverez bientôt sans unité de production. D'un autre côté, si vous ne vous occupez que de la poule sans jamais récolter les œufs, vous n'aurez bientôt plus les ressources nécessaires pour vous nourrir, vous et la poule. Et c'est un truc de fou parce que c'est un concept assez difficile à expliquer, mais qui pourtant arrive dans notre vie absolument H24. Par exemple, quand tu as une voiture, tu dois l'entretenir. Et c'est là que tu sais que tu dois faire la révision, mais que tu continues de la repousser encore et encore, parce que la voiture fonctionne très bien sur le moment. Mais le truc, c'est qu'à un moment, la voiture va tomber en panne et que le prix des réparations va coûter beaucoup plus cher que l'entretien habituel que tu étais censé faire. Et ça, c'est parce que tu as négligé la capacité de production, le truc qui amène le résultat dans l'équation P sur CP. En gros, tu étais tellement occupé à récupérer les œufs d'or que t'as pas pensé à entretenir la poule. Et ça s'applique dans tellement de choses de la vraie vie. Par exemple, quand t'as mal quelque part, mais que ça fait pas assez mal, donc tu vas pas voir de médecin, jusqu'au jour où ça s'empire et c'est quelque chose de très grave et tu te dis pourquoi j'y suis pas allé voir ça plus tôt. Ou alors dans ton couple, il y a un petit truc qui va pas, mais personne n'en parle parce que c'est pas assez gros pour qu'on en parle. Et au final, ça s'accumule, ça finit par exploser, ça fait des dégâts irréparables. Ou alors dans les gens qui se tuent au travail sans jamais prendre en compte leur santé et qui finissent en burn-out complet parce qu'ils se sont concentrés sur le résultat, mais jamais sur le truc qui amène le résultat. Bref, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ce concept-là? C'est parce que d'après l'auteur, le changement, c'est un chemin qui est très long et progressif. Et si tu décides d'appliquer les leçons de ce livre, tu maximises tes chances d'avoir des résultats grandioses et durables, mais seulement si tu fais ça à travers ce paradigme de l'efficacité et que tu gardes l'équilibre entre P et CP. Tu auras beaucoup plus de chances de réussir ton aventure à long terme si tu gardes toujours le résultat et le truc qui amène le résultat en équilibre. Habitude numéro 1, soyez proactif. Pour expliquer cette première habitude, l'auteur commence par nous raconter l'histoire de Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui a écrit le livre Man's Search for Meaning, c'était un psychiatre juif qui a eu la malchance d'exister pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait déporter dans un camp de concentration par les nazis et il a ensuite subi des épreuves qu'on pourra même pas vraiment décrire avec des mots. Toute sa famille s'est faite exterminer, il a subi de la torture et des humiliations sans jamais vraiment savoir s'ils allaient finir par le tuer ou par le laisser en vie. Et dans toute cette douleur, un jour il a pris conscience d'un truc qu'il a appelé la dernière des libertés humaines. Il a compris que les gardes pouvaient le maltraiter physiquement et le torturer, mais que lui, au fond, il restait libre d'une chose. Il restait libre de décider lui-même comment tout ça allait l'affecter. Il a compris qu'entre toutes les choses qui lui arrivaient et sa réaction par rapport à tout ça, il y avait un espace dans lequel il avait le choix. Il a compris que notre situation ne dépend pas que de tout ce qui nous arrive, mais surtout de la façon dont on y répond. Personne ne peut nous blesser sans notre consentement, comme le disait si bien notre cher ami Eleanor Roosevelt. Et tout ça, c'est un concept passionnant que l'auteur appelle la proactivité. La proactivité signifie qu'en tant qu'être humain, nous sommes responsables de nos propres vies. Notre comportement découle de nos décisions et non de notre condition. C'est très similaire au concept de la responsabilité à 100% de Mark Manson, si jamais tu as vu le résumé du livre sur la chaîne. En fait, les gens réactifs sont les gens pas responsables qui vont se laisser affecter par leur environnement. Leur état et leur situation vont dépendre de toutes les choses qui leur arrivent. Si jamais il fait beau, ils vont être contents, et si jamais il fait moche, ils vont être pas contents. Alors que les gens proactifs, les gens responsables, vont créer leur propre météo à travers les valeurs profondes qu'ils ont décidé d'incarner. Si intérieurement ils ont décidé d'être contents, ils vont être contents, peu importe les choses qui se passent à l'extérieur. Tant qu'un individu n'a pas eu la force de se dire honnêtement qu'il est aujourd'hui ce qu'il est à cause des choix qu'il a fait hier, et tant qu'il ne s'en persuade pas profondément, alors il se trouve dans l'incapacité de choisir autre chose. Maintenir un individu sur la voie de ses responsabilités n'est pas le rabaisser, mais au contraire le soutenir. Et par rapport à tout ça, on peut d'ailleurs mesurer la proactivité d'une personne à travers le langage qu'il a tendance à employer. Le réactif dira souvent « je n'y peux rien », alors que le proactif dira « je vais voir ce que je peux faire ». Le réactif dira « je n'ai jamais le temps », alors que le proactif dira « je vais le trouver le temps ». Ou alors « tout ça c'est pas de ma faute », contre « comment est-ce que je peux trouver une solution ». Ce ne sont pas les actes de l'autre, ni même nos propres erreurs qui nous font le plus mal, mais nos réponses à tout cela. Courir après le serpent venimeux une fois qu'il vous a mordu ne sert qu'à accélérer la circulation du poison dans tout le corps. Donc la première habitude pour prendre sa réussite en main et sortir de la dépendance, c'est de réaliser qu'on est responsable de notre situation et surtout qu'on peut bel et bien agir pour la changer. Habitude numéro 2, sachez dès le départ où vous voulez aller.
Pour intégrer cette habitude, l'auteur propose de commencer par un petit exercice. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens disent sur toi à ton enterrement? Imagine qu'il y ait 4 personnes différentes qui vont faire un discours. Un membre de ta famille, un de tes amis, un de tes collègues de travail et un membre d'une communauté religieuse ou d'une association avec toi. Qu'est-ce que t'aimerais que chacune de ces personnes dise sur toi? Quel genre de personne t'aimerais qu'ils décrivent? De quelles actions ou quelles réussites ils doivent se rappeler? Quel est le petit plus que t'aimerais avoir apporté à leur vie? Le but de cet exercice, c'est de se rapprocher le plus possible des valeurs fondamentales qu'on a envie d'incarner dans notre vie. L'idée derrière cette habitude, c'est de garder nos valeurs en tête le plus possible pour éviter de se perdre en chemin et de les laisser guider nos actions et nos décisions. On remporte souvent des victoires vides de sens, des succès pour lesquels on a sacrifié certaines choses qui, on s'en aperçoit plus tard, nous étaient en définitive bien plus précieuses. En fait, le but de cette habitude, c'est de découvrir sa propre version du succès et de faire en sorte d'en dévier le moins possible. Et il y a une expression dans le livre que j'aime bien, est-ce que tu vis par design ou est-ce que tu vis par défaut? En gros, vivre par design ou à dessein en français, c'est un peu vivre selon ses propres règles et vivre selon ses propres valeurs. Et vivre par défaut, c'est plutôt vivre selon ce qui est considéré comme normal, ce qui est considéré comme institutionnel. C'est être dans la moyenne et faire ce qui est attendu de nous sans vraiment jamais réfléchir à pourquoi on fait ça. Et tant qu'on prend pas l'habitude de commencer avec la fin en tête, on risque de se faire avoir par cette vie par défaut. Peut-être que nos parents veulent qu'on fasse un certain métier ou que nos amis nous disent qu'il faut absolument qu'on fasse un enfant parce qu'on est en train d'avoir 35 ans. Ou peut-être qu'on nous répète que c'est le moment d'avoir une vie plus stable, d'avoir un CDI, d'acheter une maison ou quoi que ce soit. Et tant qu'on connaît pas nos valeurs, nos envies et nos préférences, on peut pas vraiment vivre une vie par design. On peut pas vivre la vie qu'on veut vraiment parce qu'on sait même pas nous-mêmes quelle vie on veut vraiment. Et même si on sait pas toujours à 100% ce qu'on veut faire, parce que ça arrivera jamais, bah en fait, avoir des valeurs profondes, ça nous permet de guider nos décisions, même dans le flou et dans l'incertitude. Quand on hésite avec le poste qu'on nous a proposé de cadre supérieur, super bien payé, voiture de fonction, etc., mais qui nous plaît pas vraiment, ou avec le poste qui nous plaît un peu plus, mais qui a un peu moins d'avantages, bah c'est là que se connaître et connaître ses valeurs, ça va nous permettre de prendre la meilleure décision possible. Et l'auteur, il propose une méthode assez simple, en plus de la question de l'enterrement, c'est de rédiger son propre énoncé de mission personnelle. En gros, c'est une sorte de credo, une sorte de philosophie de vie, de constitution à soi-même, et ça va représenter qui on veut être, quelles sont nos valeurs profondes et quelles sont les choses qu'on veut faire dans notre vie. Et c'est 100% libre, dedans on peut y écrire absolument ce qu'on veut dans la formulation qu'on veut, le but c'est de le relire quotidiennement. Et l'auteur donne qu'un seul exemple parce qu'il préfère qu'on laisse libre cours à notre imagination. On peut mettre des citations, des valeurs à respecter, des objectifs à atteindre, etc. Je te laisse mettre sur pause si tu veux lire ça en entier. Ça, c'est l'énoncé de mission d'un de ses amis, par exemple. Et selon l'auteur, c'est très puissant et ça va avoir 3 bénéfices principaux. Premièrement, ni les gens ni les circonstances n'agiront sur toi. Tu choisiras toujours de manière proactive ce que tu penses être la meilleure décision. Deuxièmement, tu sauras que tes décisions ont plus de force et de profondeur parce qu'elles sont basées sur des principes et des valeurs fiables et constructives. Et troisièmement, ce que tu choisiras de faire va renforcer encore et encore les valeurs dominantes de ta vie. Et maintenant que tout ça est clair, on peut compléter les 2 premières habitudes avec l'habitude numéro 3, donner la priorité aux priorités. La plupart des gens affirment manquer de discipline, mais si l'on y réfléchit mieux, je pense que tel n'est pas le cas. À la base, le problème vient de leur manque de priorité. Les 3 premières habitudes, elles se complètent. La première, elle nous dit « tu es responsable, tu peux faire ce que tu veux ». La deuxième, elle nous aide à trouver notre direction. Et la troisième, elle nous permet de commencer à agir dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, l'auteur nous propose de donner la priorité aux priorités. Autrement dit, de consacrer notre temps aux choses qui sont vraiment les plus importantes pour nous. Et pour définir tout ça, l'habitude va reposer sur un tableau de productivité que tu as sûrement déjà vu passer, la matrice d'Eisenhower. En gros, c'est un tableau qui trie les actions de ton quotidien en fonction de leur urgence et de leur importance. Dans l'ordre, on va avoir en premier les actions importantes et urgentes, puis en 2, les actions importantes mais pas urgentes, en 3, les actions pas importantes mais urgentes, et enfin, en 4, les pas importantes pas urgentes. Le cadre 1, ça va être les situations de crise, les problèmes pressants, la fuite d'eau dans ton appartement, le travail à rendre pour demain, le conflit à résoudre, etc. Le but, c'est de toujours les gérer le plus rapidement possible. Le cadre 2, ça va être les tâches liées à tes objectifs à long terme, tes projets, ta santé, etc. Par exemple, faire du sport, suivre une formation, travailler sur son projet, passer du temps avec sa famille, organiser, planifier, etc. Là, le but, c'est de passer le plus de son temps possible dans les actions de ce cadre. Le cadre 3, ça va être les tâches pressantes, mais qui sont pas forcément alignées avec tes objectifs ou tes valeurs. Par exemple, répondre aux mails ou aux notifications sans importance, aider un collègue à résoudre un problème qu'il aurait pu résoudre tout seul, organiser un truc pour quelqu'un d'autre, etc. Le but, c'est soit de s'en occuper le plus vite possible, soit de les déléguer ou juste de pas les faire. Et enfin, le cadre 4, c'est le cadre des distractions et du temps perdu,
le scroll sans but sur les réseaux, débattre avec les gens dans les commentaires, discuter 20 minutes avec quelqu'un qui t'a prospecté par téléphone, etc. Là, clairement, le but, c'est de tomber dedans le moins possible. C'est le cadre qui apporte absolument rien à notre vie. Et donc selon l'auteur, la clé ultime d'une bonne priorisation des choses, c'est de consacrer autant de temps qu'on peut au cadre 2, le cadre important, non urgent. C'est le cadre qui va regrouper toutes les choses qui sont vraiment importantes et qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on va généralement avoir tendance à éviter parce qu'elles sont pas si urgentes que ça. C'est le cadre qui répond à la question: quelle activité pourriez-vous entreprendre dans votre vie privée ou professionnelle qui, si vous l'accomplissez régulièrement, apporterait un changement positif dans votre existence? Et quand on règle les problèmes du cadre 1, important, urgent, et qu'on met ensuite toute notre énergie dans le cadre 2, important, non urgent, en fait, on va avoir de moins en moins de choses qui vont apparaître dans le cadre 1. Parce qu'on va se servir du cadre 2 pour planifier, organiser et prévenir toutes les choses qui pourraient arriver. Et le piège dans lequel on a souvent tendance à tomber, c'est de tomber dans ce que l'auteur appelle la drogue de l'urgence. On a tendance à tomber dans les cadres 1 et 3, qui sont les cadres urgents, sauf que quand on passe notre temps là-dedans, on n'a plus aucun temps disponible pour le cadre 2, qui est le cadre le plus important pour nous. C'est un concept qui est super profond et complexe et qui prendrait beaucoup trop de temps à détailler dans une vidéo de résumé comme celle-ci. Mais en gros, il faut fuir le plus possible toutes les activités des cadres 3 et 4 qui sont les activités qui sont pas importantes. Et il faut arriver à torcher rapidement les activités du cadre 1 qui sont importantes et urgentes pour ensuite pouvoir accorder tout notre temps et notre énergie possible au cadre 2 des choses importantes, pas urgentes, qui vont nous construire à long terme. Pour te donner un exemple concret de la vraie vie, j'applique ça personnellement tous les jours pour ma chaîne YouTube. En gros, quand je dois bientôt publier une vidéo YouTube que j'ai pas encore finie, elle passe directement dans le cadre 1, important, urgent. Et dans le cadre 2, je vais avoir toutes les actions à plus long terme, comme par exemple, regarder des tutos pour faire de meilleures vidéos, revoir mes vidéos YouTube pour trouver les axes d'amélioration, apprendre un peu plus sur le YouTube Game, créer une offre pour mon audience, prendre de l'avance sur mes vidéos, etc. Et après, en 3 et 4, je vais avoir toutes les distractions, les mails inutiles, moi qui me perds sur YouTube, moi qui scroll, moi qui fais des choses que j'ai pas vraiment envie de faire ou qui sont pas vraiment importantes, etc. Et donc ce qu'il faut que j'arrive à faire dans ces conditions, c'est boucler ma vidéo urgente qui est dans le cadre 1 pour ensuite pouvoir concentrer toute mon énergie sur le cadre 2 qui est plus de l'organisation, de l'anticipation, de la planification et qui va me permettre ensuite de me retrouver le moins souvent possible dans l'urgence. Parce que si je me concentre que sur le cadre 1 à chaque fois, les vidéos urgentes, je vais jamais prendre le temps d'améliorer mes vidéos parce que je vais devoir toujours résoudre les problèmes qui sont les plus urgents. Et quand j'ai plus de tâches urgentes, je peux me concentrer à long terme sur les tâches importantes, sur la progression de la chaîne, l'amélioration des vidéos, etc. C'est un concept très très profond et puissant qui m'a beaucoup apporté au niveau de l'organisation et c'est tellement important que Stephen Covey a même écrit un livre entier juste sur cette habitude-là, priorité aux priorités. Et avec ces 3 premières habitudes, on va débloquer notre victoire personnelle et on va pouvoir sortir du paradigme de la dépendance et entrer dans l'indépendance. On va enfin avoir le contrôle sur notre vie et se mettre en chemin vers les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et c'est là qu'on va pouvoir se rapprocher petit à petit de l'interdépendance en commençant notamment par l'habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. Let's go, on avance bien. Je sais que cette vidéo, elle est giga dense. C'est vraiment pas évident de résumer un livre qui est encore 10 fois plus dense. N'hésite pas à mettre sur pause, à prendre des notes et à revenir sur cette vidéo plusieurs fois. D'ailleurs, si mon travail t'aide et t'apporte quelque chose, le meilleur moyen de me soutenir gratuitement et qui prend 3 secondes, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Let's go. Selon notre cher Steph, il y a 6 paradigmes différents dans lesquels on peut se trouver quand on aborde n'importe quelle relation avec les autres. La première, c'est de penser gagnant-gagnant. Ce paradigme suppose que les individus veulent dans leur cœur et dans leur esprit que toutes leurs interactions débouchent sur des bénéfices mutuels. En gros, penser gagnant-gagnant, c'est être convaincu que la vie n'est pas un jeu à somme nulle. Autrement dit, c'est penser que je peux gagner sans forcément qu'il y ait des gens qui doivent perdre. C'est un état d'esprit de partage et de collaboration. C'est de trouver des solutions mutuelles plutôt que de chercher à tout prix à faire passer sa propre solution plus égoïste. En gros, c'est faire en sorte que tout le monde reparte avec sa part du gâteau. Ensuite, on a pensé gagnant-perdant. Le résumé de cette mentalité, c'est pour que je gagne, il faut que tu perdes. C'est une mentalité qui est souvent liée à l'orgueil, la compétition et le fait de vouloir avoir toujours raison. Cette fois-ci, c'est prendre la part du gâteau pour soi sans rien laisser aux autres. C'est ce qu'on va retrouver chez les gens qui ont tendance à être plutôt égoïstes, chez ceux qui vont vouloir arnaquer les gens, ceux qui sont constamment en compétition. Mais après, de manière plus naturelle, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans absolument n'importe quel sport. Puis, on a le fait de penser perdant-gagnant.
Cette fois-ci, c'est plutôt l'inverse, c'est plus une mentalité de renoncement, de laisser les autres avoir ce qu'ils veulent parce qu'on a trop la flemme de se battre ou alors on a peur de se battre et on préfère être en paix. Selon l'auteur, c'est souvent assez toxique parce qu'on a tendance à laisser les autres gagner, pas juste par envie, mais le plus souvent c'est par renoncement et par peur. C'est comme un parent qui laisse son enfant gagner à chaque fois et l'enfant est roi, mais juste parce qu'il a peur en fait de vexer l'enfant et que l'enfant ne l'aime plus. Pour reprendre l'exemple du gâteau, c'est laisser la part de gâteau aux autres alors que nous-mêmes on en avait envie. Puis on va avoir le perdant-perdant, c'est le pire état d'esprit de tous. Penser perdant-perdant, c'est penser que si on doit perdre, les autres aussi doivent perdre. C'est un état d'esprit purement de vengeance. Par exemple, c'est les gens qui voient une belle voiture et qui vont la rayer. C'est les couples qui vont se faire du mal l'un à l'autre. Si machin m'a trompé, alors moi aussi je vais aller lui faire du mal. C'est les gens qui deviennent tellement obnubilés par leur ennemi qu'ils sont en train d'oublier qu'en fait ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes. C'est un état d'esprit qui est destructeur et qui apporte absolument rien aux deux personnes. C'est comme si on disait je peux pas avoir la part du gâteau, donc je vais le jeter à la poubelle pour être sûr que personne n'en ait aussi. Enfin, on va avoir les deux derniers. On va avoir le gagnant tout court, qui est le fait de penser à gagner tout seul sans forcément vouloir que les gens perdent autour de nous. Le but, c'est qu'on se débrouille tous, que moi j'assure mes propres arrières et que tous les autres assurent aussi les leurs. C'est un des modes de pensée qui revient le plus souvent chez les gens qui sont dans le paradigme de l'indépendance. En gros, c'est un peu le fait de prendre la dernière part du gâteau sans forcément penser que d'autres auraient pu la vouloir. Et pour finir, on a le tout ou rien. C'est quand soit on trouve une solution gagnant-gagnant, soit on décide de ne pas conclure de contrat. C'est comme s'il restait une dernière part du gâteau et que soit on arrive à la répartir avec tout le monde, soit on décide qu'absolument personne l'aura. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette habitude, c'est que selon l'auteur, il s'agit pas juste de penser gagnant-gagnant H24 parce que c'est pas toujours applicable dans toutes les situations. Par exemple, si on fait un match de foot ou un sport, il y aura souvent un gagnant et un perdant. Pareil, opter pour la stratégie perdant-gagnant, c'est pas juste un truc de lâche. Parfois, on va laisser la part du gâteau aux autres juste pour résoudre un conflit, apaiser une situation ou juste gagner la confiance des autres gens. Mais en général, gagner ensemble, c'est souvent la meilleure solution parce que ça va être la plus positive, constructive et celle qui va avoir le plus de conséquences à long terme. Mais le plus difficile avec ça, c'est que penser gagnant-gagnant, ça va demander certaines qualités. Ça va demander beaucoup de maturité, d'intégrité et de courage parce que ça te demande d'agir à partir d'un mindset d'abondance. Il faut être assez courageux et intègre en fait pour trouver une solution mutuelle à un conflit et aussi pour parfois choisir la solution qui nous ferait gagner nous, mais qui ferait du mal à tous les gens autour de nous. Bref, encore une habitude très intéressante, penser le plus souvent possible gagnant-gagnant. Et on enchaîne maintenant avec une de mes habitudes préférées, l'habitude numéro 5, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Imagine, tu vas chez l'ophtalmo, tu lui expliques tes problèmes de vue et sans même t'écouter, il enlève ses lunettes et il te dit « Tiens mon gars, prends celle-là, t'inquiète, moi j'en ai d'autres. » Ça nous viendrait pas à l'esprit d'avoir un médecin qui nous fait une ordonnance avant même qu'on lui ait expliqué notre problème. Et ben c'est exactement pareil dans nos relations quand on cherche à se faire comprendre avant même d'essayer de comprendre l'autre personne. Parce qu'on a trop souvent tendance à, par exemple, vouloir donner des conseils avant même de connaître vraiment la situation d'une personne. Ou alors on va se disputer et on va dire direct ce qu'on pense, j'ai pas aimé quand t'as fait ça, sans même chercher à comprendre pourquoi l'autre personne avait fait ça. C'est comme si on arrivait vers un pote et qu'on lui disait j'ai pas du tout aimé quand tu m'as raccroché au nez la dernière fois, et qu'en fait il nous apprend que le tel a raccroché parce qu'il a eu un accident de voiture à ce moment-là. Il y a tellement de situations comme ça où on gagne à ne pas ouvrir notre bouche et à juste commencer par chercher à comprendre l'autre personne. C'est vraiment un truc de fou. Quand t'entends ce principe, après tu te mets à le voir absolument partout, et pour mieux expliquer ça, on peut le diviser en deux étapes distinctes. D'abord, on va chercher à comprendre, et d'après l'auteur, ça demande d'écouter avec empathie. Ça demande d'écouter dans le but de comprendre plutôt que d'écouter dans le but de répondre. Ça aussi, c'est une phrase qui est incroyable. Vous vous imprégnez du point de vue de votre interlocuteur pour voir le monde à sa façon, pour comprendre son mode de pensée et ce qu'il ressent. Le but, c'est pas juste de l'écouter pour se préparer à répondre. Le but, c'est de ressentir l'autre personne. C'est de vraiment se mettre à sa place pour essayer de comprendre profondément ce qu'elle ressent. Et une fois que c'est fait, on peut enclencher la deuxième partie qui est de se faire comprendre. Et cette habitude, c'est un gros game changer dans la vie de tous les jours. Je pense qu'en l'associant à l'habitude penser gagnant-gagnant, elle a complètement transformé mes relations. Il y a tellement de jugements qu'on porte sur les gens sans jamais vraiment chercher à comprendre. Tu sais, tu vois cette personne qui te dit pas vraiment bonjour, qui fait un peu la gueule et tu te dis mais frérot, souris au pire, non? Sauf qu'on sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie des gens. Peut-être que cette personne, elle vient de perdre un proche ou d'apprendre une nouvelle catastrophique, et ça s'applique aussi au travail quand quelqu'un par exemple arrive en retard et qu'on lui saute dessus direct en mode t'es en retard gros fils de p. Mais en fait,
fait, on n'a pas cherché à comprendre, mais peut-être qu'il est en retard pour une bonne raison et qu'il lui est bel et bien arrivé un truc grave. Ou alors ça arrive aussi quand l'autre agit mal dans une relation et que nous, on va direct le terminer et l'insulter plutôt que de juste comprendre pourquoi il a agi de la manière dont il a agi. Ta vie va clairement changer si tu te mets à appliquer ce principe à la lettre. Et on arrive à la 6e habitude qui va nous faire sortir de l'indépendance et nous faire atteindre le goal ultime de l'interdépendance, l'habitude, profiter de la synergie. Que signifie exactement la synergie? Dans le contexte des relations humaines, cela signifie que les rapports entre deux parties constituent en eux-mêmes une troisième partie plus puissante. La combinaison des possibilités aboutit à un résultat plus grand que la somme arithmétique de ces possibilités. C'est le fameux 1 plus 1 égale 11 ou 1 plus 1 égale infini. La synergie, d'après l'auteur, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au paradigme de l'interdépendance. La synergie, c'est quand deux personnes indépendantes vont s'associer pour cumuler leurs forces et pour combler leurs faiblesses. On peut retrouver de la synergie dans notre couple, dans nos amitiés, dans notre travail ou dans tout ce qui va toucher à toutes nos relations humaines. Et cette synergie, c'est quelque chose qui va être aussi important que difficile parce que ça va demander d'abord d'avoir suffisamment confiance en nos capacités et ensuite de faire aussi suffisamment confiance aux capacités des autres. Faire preuve de synergie, c'est accepter qu'on peut avoir des meilleurs résultats en s'associant avec d'autres personnes. Et l'exemple le plus parlant de la synergie, c'est la reproduction. T'as un homme et t'as une femme, quand ils sont seuls et indépendants, ils vont avoir chacun leurs caractéristiques séparées. Et en fait, quand ils vont se regrouper, ils vont pouvoir faire naître un enfant qui va être plus grand que la somme des deux parties. C'est pareil dans d'autres relations, comme dans le business par exemple, où tu vas t'associer avec une autre personne qui va avoir des forces différentes des tiennes et qui va pouvoir combler tes faiblesses pour donner un résultat plus grand. Il y a de la synergie vraiment partout autour de nous. La nature, c'est un exemple parfait aussi de synergie et c'est encore une fois un chapitre qui pourrait s'expliquer pendant des heures, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette synergie, elle est pas du tout possible sans respecter les habitudes précédentes. Il n'y a pas de synergie sans penser gagnant-gagnant, il n'y a pas de synergie sans chercher à comprendre avant de se faire comprendre. Et il n'y en a pas non plus chez les personnes qui sont purement dépendantes, parce que la synergie demande du courage et de la confiance. Ça demande de se jeter dans l'inconnu et dans le flou et de pas savoir si ça va marcher ou non, de pas savoir si on va se faire arnaquer ou non, de pas savoir si on est en train de perdre notre temps ou pas. Ça demande beaucoup de courage et c'est pour ça que la plupart des gens préfèrent rester dans la dépendance ou dans l'indépendance. Et c'est compréhensible, sauf qu'on a tous beaucoup plus à gagner dans l'interdépendance. C'est là qu'on arrive à la 7e et dernière habitude de ce livre, celle qui va renforcer les 6 précédentes et s'assurer qu'on continue de progresser jour après jour, l'habitude d'aiguiser vos facultés. Cette dernière habitude, elle a pour but d'améliorer notre fameuse capacité de production. Si tu te rappelles bien, c'est ce qu'on a vu jadis avec la poule et l'œuf d'or. Si on oublie de prendre soin de la poule, on bousille l'équilibre entre la production et la capacité de production, entre le résultat et le truc qui amène le résultat. Et dans notre métaphore, la poule, c'est nous. Et souvent, on va avoir tendance à tout donner pour atteindre un certain résultat sans penser à renforcer et à prendre soin de la personne qui est en train d'amener ces résultats. Alors d'après l'auteur, on va pouvoir aiguiser nos facultés à partir de 4 dimensions différentes. D'abord, il y a la dimension physique, faire du sport, faire attention à sa nutrition, gérer le stress, etc. Puis il y a la dimension sociale, émotionnelle, se mettre au service des gens, avoir de l'empathie, profiter de la synergie, gérer ses émotions, etc. Puis la dimension spirituelle, qui correspond au système de valeurs, à l'intuition, à la méditation, à la religion. Et enfin, la dimension mentale, la lecture, l'écriture, l'organisation, la planification, etc. Lorsque je vous propose d'aiguiser vos facultés, je veux dire par là qu'il est bon de cultiver ces 4 aspects de votre nature de manière régulière, constante et équilibrée. Ce travail représente le meilleur investissement que nous puissions faire de notre vie, un investissement sur nous-mêmes. Ce que l'auteur propose pour améliorer tout ça, c'est de faire des actions quotidiennes dans chaque dimension. Par exemple, pour la dimension physique, on peut choisir de manger de la nourriture plus équilibrée, de faire de l'exercice physique, de se reposer suffisamment, etc. Ensuite, pour la dimension spirituelle, l'auteur il fait personnellement de la méditation, de la lecture de textes religieux et des prières. Mais il dit aussi que tout le monde peut renforcer sa spiritualité à travers les choses qui lui plaisent, que ce soit la musique, la lecture, la nature, la présence ou tout ce genre de choses. Puis pour la dimension mentale, il dit qu'on a tendance à arrêter d'apprendre une fois qu'on est sorti de l'école. Donc c'est important de lire, d'écrire, d'écouter des podcasts, de continuer d'apprendre, de regarder des vidéos de Matt Keyes, etc. Et enfin, pour la dimension socio-émotionnelle, on peut essayer d'appliquer les habitudes 4, 5, 6. Donc, penser gagnant-gagnant,
chercher d'abord à comprendre et profiter de la synergie pour améliorer drastiquement nos relations avec les autres. Donc ce qui peut être intéressant pour appliquer au mieux cette habitude, c'est de piocher quelques actions dans chaque dimension et d'essayer de se mettre à les faire quotidiennement. Personnellement, je sais que j'essaie de garder le sport, la bonne nourriture, la lecture, continuer d'apprendre tous les jours. J'essaie aussi de respecter au mieux les habitudes 4, 5, 6 dans mes relations, mais je sais qu'il y a un point sur lequel je flanche en ce moment, c'est le point spiritualité. Je suis pas du tout un mec spirituel ou quoi, je suis un peu dans le train-train de la vie de tous les jours en ce moment, et c'est vrai que je vais devoir mettre en place une habitude de méditation ou de présence pour vraiment me reconnecter un peu au moment présent. Et j'ai l'impression qu'on vient de boucler les 10 leçons que j'ai apprises du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. C'est un livre qui est très dense en informations, c'est vraiment une mine d'or de valeur. Il fait partie des livres qui ont eu le plus d'impact sur ma vie honnêtement. C'est un livre qui est vraiment pas facile. Je sais que je l'avais lu pour la première fois autour de mes 16-17 ans et j'avais absolument pas compris du tout la puissance et la profondeur de tous les enseignements qu'il y avait dedans. Et pour résumer un peu tout ça rapidement, on va faire un petit point. La leçon numéro 1, c'était de comprendre la notion des paradigmes. Le paradigme, c'est la vision qu'on a des choses et on a tous des perceptions différentes. La leçon numéro 2, c'était justement les 3 paradigmes principaux dans lesquels on a tendance à se catégoriser: dépendance, indépendance, interdépendance. La leçon numéro 3, c'était de comprendre l'équilibre entre l'œuf d'or et la poule, entre la production et la capacité de production, où le résultat est le truc qui amène au résultat. Puis à partir de la leçon numéro 4, on a vu les 7 habitudes. La première, c'est soyez proactif, qui consiste à prendre la responsabilité à 100% de notre vie et de notre réponse par rapport à tout ce qui nous arrive. Puis on a la deuxième habitude, celle de savoir dès le départ où on veut aller, notamment en définissant nos valeurs profondes et en écrivant notre propre constitution. Puis on a la troisième habitude, celle de donner la priorité aux priorités, notamment à travers la matrice d'Eisenhower, et de se concentrer sur le cadre 2 des choses importantes, non urgentes. Une fois qu'on gère ces 3 habitudes, on remporte notre victoire sur nous-mêmes et on passe officiellement de la dépendance à l'indépendance. Ensuite, on peut enchaîner sur la 4e habitude, celle de penser gagnant-gagnant à travers une mentalité d'abondance, de collaboration et de partage. Puis on a la 5e habitude qui est de d'abord chercher à comprendre et ensuite à être compris, qui est une habitude révolutionnaire dans n'importe quelle relation. Ensuite, on a la 6e habitude qui est de profiter de la synergie que vont créer ces 5 premières habitudes, notamment en réalisant qu'en s'associant, on peut avoir un résultat plus grand que la somme des 2 parties. Et avec tout ça, on remporte cette fois-ci la victoire publique, celle avec les autres, et on grimpe d'un paradigme en passant de l'indépendance à l'interdépendance. Et il ne nous reste plus qu'à faire régulièrement la 7e habitude qui est déguiser nos facultés autant physiques que spirituelles, sociales ou mentales. Et on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie jusqu'ici. Merci pour ton temps. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a bien fait galérer parce que le but c'était de résumer les concepts sans pour autant perdre la profondeur, mais tout en les simplifiant quand même pour les rendre les plus compréhensibles possibles. Donc j'espère que c'est mission réussie. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ça. Et en attendant la prochaine vidéo, tu peux continuer sur ta lancée et aller voir un autre résumé d'un livre génial que j'ai pu faire.